Et pour ce Zoom, je reçois François Costantini qui nous présente son livre « Les relations internationales en fiche » aux éditions Ellipse. Il est docteur en sciences politiques et diplômé de Sciences Po Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous présentez un livre en 6 parties. On va s'attarder tout de suite à la première, puis on reviendra petit à petit sur les autres de manière linéaire. Alors, vous revenez sur les grandes théories des relations internationales. Vous évoquez une figure qui finalement est assez peu connue du grand public. Il s'agit de Grotius. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Grotius est un Néerlandais du XVIIe siècle. C'est un ressortissant des Provinces-Unies. Un pays très original qui va beaucoup peser sur l'histoire européenne, qui va faire preuve d'innovation. Et Grotius va le premier présenter en quelque sorte une théorie du droit international. La première sur ce qu'on va appeler le droit humanitaire international, c'est-à-dire le fait que même en guerre, il y a en quelque sorte, si on peut dire, des lois de la guerre, même si ça peut sembler paradoxal. Le fait de ne pas s'en prendre à une population civile, de ne pas exécuter les prisonniers, d'avoir un traitement décent pour les prisonniers, c'est ce qu'il va appeler le droit de la guerre et des gens. Et Grotius va également théoriser le droit maritime international, qui est en quelque sorte le premier lieu où va se fonder un droit international. On a toujours du mal à fixer le droit international. Il y a un certain nombre de théoriciens qui disent qu'il ne peut pas exister en fait, du fait d'un défaut de source en termes de légitimité, mais Grotius va également fixer un droit de la mer avec notamment une haute mer internationalisée, ce qui favorise, bien sûr, on comprend l'intérêt des Provinces-Unies, puisqu'il était, n'oublions pas, salarié de la compagnie hollandaise des Indes. Voilà. Alors, c'est un personnage parmi d'autres. Vous présentez une dizaine 10 personnages qui ont eu des grandes théories des relations internationales. Parmi ces 10 personnages, on retrouve un Français qui est Talleyrand. Alors, quelle est sa spécificité ? Parce que les Français, généralement, connaissent Talleyrand surtout pour être l'homme de tous les régimes. Et qu'est-ce qu'il a apporté aux relations internationales ? Oui, il a été l'homme de tous les régimes, mais il a été l'homme d'une permanence en termes de diplomatie. Son principal biographe, qui est Charles Orbib, avec Emmanuel de Vareskel, Charles Orbib le qualifie à juste titre d'inventeur de la diplomatie française. En fait, Talleyrand, c'est un homme qui va, en quelque sorte, traverser la Révolution, et puis, à partir du Consulat, être proche de Napoléon, et puis le trahir après l'entrevue d'Erfurt en 1807, parce que Talleyrand considère que la France doit peser en Europe, mais de façon modérée. Que la logique d'empire, c'est une démesure et qu'elle échouera. Donc c'est pour ça qu'il va, en quelque sorte, travailler même à la perte de Napoléon. Dès 1807, il a des contacts secrets avec le tsar, il va être renvoyé par Napoléon, mais il voit toujours la France dans un ordre européen. Et au Congrès de Vienne, on peut quand même dire qu'au moment où le coup près pourrait tomber sur la France, il va sauver la France, il va faire en sorte que la France ne revienne pas en deçà de ses frontières de 1789. Il va quand même tenir très haut l'écart des diplomaties françaises, quelles que soient les turpitudes dans son comportement politique qu'on pourra lui reprocher. Alors parmi ces penseurs des relations internationales, il y en a un qui est connu, ou en tout cas au moins en façade, c'est Huntington, pour son choc des civilisations. Alors ce fameux choc des civilisations, c'est un terme qui est souvent utilisé pour renvoyer dos à dos un monde chrétien et un monde islamique qui serait inévitablement en train qui inévitablement vont arriver dans un choc. Est-ce que c'est pas simplificateur de la pensée d'Huntington ? Oui, je pense que Huntington ne montre pas qu'il y aurait une césure exclusive entre le monde chrétien d'un côté et le monde musulman de l'autre. Déjà, il y a d'autres mondes. Il y a des mondes qui sont ni chrétiens ni musulmans. Il y a un monde shintoïste, confucianiste, hindouiste, qui sont quand même des mondes gigantesques. Les deux colosses démographiques dans le monde, la Chine et l'Inde, ne sont ni chrétiens, enfin dans leur totalité, ni musulmans, même s'ils en ont des minorités importantes, notamment pour l'Inde. Huntington en quelque sorte, organise, selon lui, les affrontements entre civilisations, entre 7-8 civilisations. Par exemple, il dit qu'entre la civilisation occidentale, principalement catholique ou protestante et orthodoxe, il y a un certain nombre d'antagonismes. Il va notamment juger qu'en Afrique, il voit dans la civilisation africaine une globalité. Question qu'on peut se poser. Parce qu'à mon sens, il n'y a peut-être pas une Afrique, il y a plusieurs Afriques en termes de civilisation, en termes d'aspect historique. Alors, c'est vrai que Huntington, sur le plan sa vision du choc des civilisations, elle est multiple. Les fractures, d'ailleurs, sont multiples. Elles ne sont pas exclusives. La structuration n'est pas, loin de là, d'ailleurs, faite à partir de la césure islam-chrétienté. Alors, il y a 6 parties, comme je le disais dans notre ouvrage. Donc, ces grands penseurs des relations internationales, il y a une partie sur des épisodes des relations internationales avec toujours des bibliographies. Il y a une 3e partie qui concerne le cadre juridique de relations internationales qui peut aider les étudiants en droit, par exemple. 4e partie sur le cadre des relations internationales, sur les questions d'immigration et nucléaire, notamment.
une cinquième partie sur les conflits, les grands conflits de notre temps, et une sixième partie qui vise les visions internationales de différents pays, différents ensembles. Parmi ces ensembles, donc, on retrouve la Turquie, l'Iran, la France, les États-Unis, et vous marquez aussi, il y a un chapitre, enfin une fiche, sur la vision islamique des relations internationales. Comment il peut y avoir une vision islamique spécifique des relations internationales ? Parce que dans une certaine mesure, l'islam, vous savez, c'est la Oumma, la communauté des croyants, et une bonne partie du courant islamique prétend dépasser les nations. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que les pays musulmans, depuis la fin des années 60, se sont structurés autour de ce qu'on pourrait appeler leur micro-ONU, qui est l'Organisation de la coopération islamique. Et elle va prôner en effet une typologie des relations internationales et une vision islamique. La solidarité entre les pays musulmans, une certaine conception des relations internationales, un certain relativisme quant au poids des nations. Et en effet, cette vision islamique, elle est intéressante justement parce qu'elle essaye de passer au-delà des nations. Et je pense qu'il s'est structuré notamment à partir de l'OCI une vision islamique. Mais il y a plusieurs visions islamiques. Celle de l'Arabie saoudite n'est pas celle de l'Iran n'est pas celle de la Turquie, notamment. Et alors, vous parlez d'une vision islamique, est-ce qu'on n'aurait pas aussi pu parler d'une vision évangélique quand on voit la politique qui peut être menée par les États-Unis ? Alors, les États-Unis, la population, certes, les États-Unis est un pays qui a été marqué dès l'origine par les évangélistes. Hein, tout le monde connaît l'épisode du Mayflowers, le fait qu'en effet, 98% des Américains se déclarent croyants, 2% athées. Hein, je crois que ça se voit pas pratiquement dans très peu d'États du monde. Ensuite, est-ce que ça correspond à la vision américaine ? Oui, c'est vrai que la vision américaine états-unienne, plutôt, à laquelle je consacre une fiche. C'est la toute dernière fiche. Cette dernière. Elle est marquée, c'est vrai, par ce phénomène biblique dès l'origine. Hein, le messianisme, la confrontation du bien et du mal. On le voit aussi bien dans la déclaration d'indépendance que dans les 14 points de Wilson ou la charte de l'Atlantique. En effet, il y a cette dimension. Maintenant, une vision évangélique, c'est vrai qu'il y a des solidarités évangéliques, mais des évangélistes, il y en a maintenant un peu partout. Il y en a, bien sûr aux États-Unis, mais vous en avez par exemple au Brésil. Hein, l'élection de Bolsonaro, on sait, a été quand même en bonne partie portée par les évangélistes, hein, dont le nombre se multiplie tous les ans. Il y en a également en Afrique. On voit également une progression assez forte de l'évangélisme, notamment là où il y avait une Afrique animiste catholique, puis on le voit aussi dans le monde pacifique. Donc il n'y a pas véritablement, en effet, peut-être de direction, de tutorat, de directorat du monde évangélique, contrairement à la vision islamique, où là il y a une organisation structurée. Alors il y a deux autres éléments qui peuvent manquer, en tout cas qu'on peut penser qu'il manque. C'est où est la vision des relations internationales de l'Union européenne, par exemple ? La question, c'est vrai que l'Union européenne, depuis le traité de Maastricht, renforcée avec Lisbonne, s'est dotée d'instruments de politique étrangère. La politique européenne de sécurité commune, elle a même un haut représentant pour la politique étrangère et la sécurité, Joseph Borrell actuellement, qui en effet essaye de doter l'Union européenne d'une politique diplomatique propre. Néanmoins, il y a la question des États, puisque l'Union européenne fonctionne à la fois avec l'influence de la Commission de façon fédérale, mais également c'est une disposition qui est du ressort normalement du Conseil, donc ce qui doit en quelque sorte, en termes de mécanisme de décision, se poser selon la règle de l'unanimité. Donc c'est pour ça qu'en effet l'Union européenne a du mal à définir sa politique étrangère. En effet, aujourd'hui, on voit une Union européenne qui prend un certain nombre de positions, notamment il y a un certain nombre d'antagonismes vis-à-vis de la Russie. Elle prend des positions, mais en effet, sur le plan diplomatique, l'Union européenne tente de se substituer, vise à se substituer progressivement aux États. Il y a des courants fédéralistes, il y a des courants qui veulent rester un statu quo. Donc l'Union européenne tente, notamment quant à la définition de sa matrice en termes de politique étrangère, aujourd'hui, n'a pas véritablement défini une stratégie qui tient également à l'essence de ses institutions et son fonctionnement. Et alors, il y a un autre petit pays qui fait pas mal de bruit et dont on ne voit pas la vision, qui ne fait pas non plus l'objet d'une fiche particulière. Peut-être lors d'une prochaine édition, peut-être. Mais il fait quand même l'objet de développement dans d'autres parties. Ouais. C'est la vision finalement israélienne des relations internationales qui pèse quand même dans le Proche-Orient. Alors, Israël pèse dans le Proche-Orient, puisque souvent on ramène beaucoup de choses, peut-être des fois de façon excessive,
à la position d'Israël, mais fait particulier, c'est qu'Israël a très peu de relations dans son environnement immédiat. Il a renormalisé ses relations il y a un peu plus de 40 ans avec l'Égypte, il y a 25 ans avec la Jordanie, mais c'est tout. Ce ne sont pas des relations très denses, très fortes. Il n'a pas de relations diplomatiques avec la Syrie, avec le Liban, avec l'Irak, avec l'ensemble des pays, l'Iran. Il en a toujours avec la Turquie, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que les relations entre Israël et la Turquie, surtout depuis Erdogan, disons, soient particulièrement réchauffées. Elles sont tombées à un très bas niveau. Et en effet, la stratégie d'Israël, il y a une stratégie régionale, en effet, de défense, de projection et de maintien de l'État israélien, mais il n'y a pas véritablement une stratégie régionale. Il y a eu des stratégies à un moment, c'est vrai, la paix avec l'Égypte, mais aujourd'hui, on peut dire en quelque sorte que la stratégie israélienne était quelque peu figée. Si on met à part, bien sûr, la relation préférentielle avec les États-Unis, la relation stratégique, organique avec les États-Unis, y a-t-il véritablement une stratégie israélienne? Parce que les stratégies telles que je les expose, à mon sens, j'ai dû faire un choix. C'est vrai qu'on se pose devant un problème de choix. Lorsque je choisis de parler de l'Iran, de la Turquie, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Chine, du Japon, c'est parce que ces pays-là ont au moins une vision à minima continentale, dans leur espace continental. Sur le cas de la Chine, de la Russie, des États-Unis, ça a été le cas de la France, moins aujourd'hui, ou de l'Allemagne. Voire une vision internationale, comme les États-Unis, ça a été le cas de la France, de la Grande-Bretagne. Voilà, qui ont marqué l'histoire. Israël, on ne peut pas parler, disons, de véritable vision stratégique large au plan international. Et alors, une question qui sort un peu du cadre de votre livre, c'est que dans 2 ans, on va avoir une nouvelle élection présidentielle. Est-ce que vous trouvez que dans les candidats qu'on a eus lors de la précédente élection, qui seront peut-être les mêmes lors de la prochaine, est-ce que vous trouvez qu'il y a des grandes différences en termes de vision des relations internationales, notamment, par exemple, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui étaient les 2 finalistes? Oui, il y a une vision essentielle. Je pense qu'Emmanuel Macron, lui, se réfère à ce qui se passe en France depuis pratiquement 45 ans. Quand Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir en 1974, on sait très bien que sur le plan des relations internationales, sur le plan de la construction européenne, c'est quelqu'un qui s'est toujours, de façon tacite, opposé au général de Gaulle. Valéry Giscard d'Estaing est acquis au fédéralisme européen, c'est sûr. Et c'est lui qui, je pense, va mettre en place, suivi par François Mitterrand, mais aussi par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, qui, je pense, est aujourd'hui, à la politique peut-être la plus aboutie sur ce point-là. En effet, le fédéralisme européen, puisque Emmanuel Macron n'hésite pas à parler de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique européenne. On a en effet des présidents qui s'en sont remis à l'Union européenne, par Maastricht, par Lisbonne. Au contraire, on a une vision de Marine Le Pen qui, elle, tient plutôt à une vision gaullienne, c'est-à-dire qu'il y a le monde, les relations internationales se structurent à partir de relations entre nations et que les projets européens se structurent à partir d'une Europe des souverainetés qui serait régie par une règle de l'unanimité, c'est-à-dire la vision de Gaulle, du compromis de Luxembourg, etc. Donc en effet, je pense qu'il y a toujours une structuration sur le plan de la conception des relations internationales, en effet, entre ces 2 visions. Quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, vous l'intégreriez dans quelle vision ? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, du fait de ses origines, a une vision mondialiste. Les origines idéologiques Je pense que oui, il vient du trotskisme, du socialisme. Je pense que Mélenchon est quand même quelqu'un qui est marqué par un fait mondial. Sa vision de la nation française, à mon sens, n'est acceptable pour lui que si elle est un intermédiaire vers une organisation mondiale. On le voit par exemple en termes d'immigration, en termes de mondialisme. Mélenchon promeut en quelque sorte le mondialisme et c'est peut-être le faste dont le pile serait peut-être Georges Soros. C'est-à-dire que Mélenchon promeut une mondialisation, ou du moins un mondialisme sur le plan, par exemple, de l'immigration, sur le plan de la gouvernance mondiale. Il est acquis à un certain nombre de... j'ai jamais entendu Mélenchon s'opposer à la gouvernance mondiale dans un certain nombre de choses. Moi, je pense que Mélenchon n'est pas classé dans les souverainistes, même si stratégiquement, en effet, on pourrait faire penser qu'il appartiendrait à une grosse souverainiste. Je ne pense pas qu'il en appartienne. La culture Chevènement, par exemple, et la culture Mélenchon, c'est pas du tout la même. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce livre, Les relations internationales, en fiche, a priori à destination des étudiants, mais ça peut aussi être un public plus large qui veut comprendre les relations... Voilà. Et on peut commencer par n'importe quelle page. Voilà. Oui, voilà, exactement. On peut se référer en fonction du problème traité, notamment dans les médias ou après un article, à n'importe quel chapitre, en fonction du besoin. Merci beaucoup, François Costantini. C'est moi qui vous remercie.